Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence Road to COP26, notre cycle de conférences concernant l'environnement mis en place à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, de la COP15 et bien entendu de la COP26 qui démarre le 1er novembre. Donc ça y est, on y est, la COP26. Depuis près d'un mois maintenant, on a eu la chance de pouvoir accueillir Valérie Masson, paléoclimatologue, pour discuter du dernier rapport du GIEC. On a aussi pu échanger avec Gilles Demestre à l'occasion de la sortie de son film Le Lion et le Loup, ou d'apprendre avec l'auteur éditrice Aline Gubry comment mettre en place des actions simples pour être plus éco-responsable dans notre quotidien. Il y a encore des choses à venir. La semaine prochaine, nous parlerons biodiversité. On aura la chance d'avoir la navigatrice Maude Fontenoy avec nous pour parler de son combat pour la protection des océans. Donc, notez dès à présent sur vos agendas le 4 novembre à midi. Vous êtes déjà une bonne petite quarantaine connectés, donc je rappelle le principe, pour chaque participant à une conférence, en live ou en replay, la participation sera convertie en une donation pour une association œuvrant pour la protection de l'environnement. Alors le sujet du jour, c'est la sobriété numérique. Envoyer un email, écouter de la musique, regarder une vidéo en ligne, autant d'usages quotidiens que nous voyons sans impact. Pourtant, un email, c'est 10 grammes de CO2. C'est peu, mais il s'en envoie, je crois, plus de 3 millions par seconde en 2020. Autre exemple, la visioconférence, dont nous sommes tous devenus de grands consommateurs. Vous êtes actuellement donc une quarantaine connectée, un petit peu plus. Si on prend le poids d'une visioconférence pendant 1 heure pour 40 personnes, ça représente à peu près 6 kg de CO2. Là encore, c'est peu, mais si on multiplie par le nombre de visioconférences dans le monde, on voit que c'est un impact non négligeable. Et puis justement, si le numérique était un pays, on estime qu'il serait le 6e plus gros pollueur du monde. Et on estime que la croissance du numérique et donc son impact environnemental devrait continuer à croître dans les prochaines années. Le numérique, c'est donc un angle mort du climat. Moins d'un quart des Français ont déjà entendu parler du sujet de la pollution numérique. Il est donc temps de considérer celui-ci comme le numérique comme une ressource critique et non renouvelable au même titre que le pétrole. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut pouvoir continuer à faire dans les prochaines années de la télémédecine ou continuer à regarder des vidéos de chatons sur YouTube? Pour discuter de ce sujet extrêmement vaste, on a aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous Dimitri Carbonel. Donc Dimitri, vous êtes le fondateur de Livosphère, une agence de conseil, et je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail. Vous êtes aussi membre du Shift Project, qui est un think tank dédié à l'économie bas carbone, et vous êtes d'ailleurs intervenu sur des propositions de loi pour la loi transition, la loi climat et résilience, ainsi que sur la loi sobriété numérique. Dimitri, à l'écran, avec vidéo pour le coup, est à vous. Et puis pour les autres participants, adoptons un bon geste, coupons nos caméras. Voilà, puis effectivement, voilà, c'est le dernier slide précédent de Philippe, j'aurais dû le passer, mais voilà. Un point effectivement que disait Philippe qui est essentiel, c'est on voit pas très bien l'impact du numérique, parce qu'en fait il est partout. Et dans toutes nos vies, et il a aussi des répercussions non seulement sur la partie impact carbone, mais aussi sur d'autres éléments comme tout ce qui est extraction des matières premières. J'en parlerai rapidement aussi par la suite. Alors, juste un petit point pour effectivement pour me présenter. Donc, de mon côté, donc j'ai fondé Livosphère et qui est sur 2 thématiques, la partie innovation durable et innovation numérique. Je fais partie, donc pour être précis, en fait, je suis shifter du Shift Project, qui est en fait l'équipe bénévole qui est rattachée au Shift Project. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr y adhérer. C'est très peu cher, vous pouvez entrer, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a notamment, ça c'est les shifters et les Shift Project qui font ça, il y a le plan de transformation de l'économie française, où pour chacun des différents secteurs, il y a des propositions et des solutions concrètes qui sont proposées. Il y en a notamment un rapport qui a été fait sur la culture, qui peut tout à fait vous intéresser et qui intègre toutes les dynamiques, y compris, on en parlera par la suite, de comment on peut faire des événements qui soient éco-responsables, mais aussi toute la chaîne, notamment digitale. Et puis, bon, je réalise pas mal de projets, donc notamment, je fais des expertises à la BPI, et je fais des formations et des sensibilisations sur le sujet. Et enfin, il y a un livre que je viens de terminer, que je suis en train de chercher en fait un éditeur à ce propos,
Donc d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis en relation avec First Edition à ce sujet, hein, donc on verra ce qu'il en sera. Il s'appelle 2050 Crash ou Renaissance, hein, et que vous pouvez trafiquer. Si ça vous intéresse, vous regardez sur Google, vous marquez 2050 Crash, vous tomberez directement dessus. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai voulu, c'est vraiment donner une vision transversale sur quelles sont les fragilités à la fois écologiques, économiques, sociales, bien sûr. Hein. Deuxièmement, ce que les technologies permettent, on va en parler ici, hein, en termes d'impact positif évidemment pour l'environnement, mais aussi quelles sont les limites, et là aussi on va en parler. Hein. Après, il y a une troisième partie hein, qui est comment est-ce qu'on peut atténuer notre impact de manière globale, mais aussi sur le plan numérique, et enfin comment on peut s'adapter. C'est un sujet qu'on aborde assez peu, hein, mais il va devenir de plus en plus critique et on le voit bien avec notamment l'augmentation du prix de l'électricité ou de l'énergie, comment dire, des semi-conducteurs qui deviennent de plus en plus difficiles à obtenir et d'autres matières ou l'augmentation du coût d'un certain nombre de choses. Comment on peut s'adapter à ça? Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de ce livre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait le regarder, voire le prendre. Si, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, d'abord, vraiment sur les enjeux du numérique donc, et de l'innovation dans le domaine de l'environnement. Et ce qui est, comme le disait très bien Philippe, hein, on voit bien que le numérique représente aujourd'hui, effectivement, par rapport à la... Enfin, c'est 4 fois plus de CO2 que la France, parce qu'évidemment, c'est dans des domaines qui sont très différents à travers le monde, et ça devrait augmenter fortement. Pour prendre un exemple tout simple, hein, il est évident que quand Facebook mettra en œuvre son métaverse, qui va évidemment nécessiter beaucoup à la fois d'énergie, parce on va certainement avoir des environnements qui sont immersifs, qui seront très connectés, hein, et bien évidemment l'impact numérique va être très important. D'autant plus que je pense que l'objectif à un moment ou à un autre, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est Ready Player One, où en fait potentiellement on pourrait peut-être à un moment ou à un autre s'extraire de notre monde qui pourrait être parfois difficile à vivre et aller dans une sorte de métaverse. Je ne sais pas si on y arrivera ou pas, je ne le souhaite pas, mais évidemment c'est un impact environnemental et écologique important. Et si on regarde en fait les impacts principaux du numérique, le premier point, c'est la fabrication. La fabrication soit de terminaux, de TV, d'ordinateurs portables. Et on le comprend parce que pour fabriquer, on a besoin, par exemple, d'extraire. Alors, lorsque, par exemple, il y a des batteries, c'est d'extraire, ça peut être du cobalt ou du lithium. On a besoin de métaux rares. Et quand on fait ce type d'extraction, on a besoin de prendre énormément de quantité de terre ou de minerais pour en extraire des toutes petites parties pour en extraire en fait de toutes petites parties de matériaux, de matières premières. Et évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Et d'autre part, évidemment, ça a aussi d'autres impacts sur la biodiversité, ça a d'autres impacts sur la pollution des sols, de l'eau, etc. Et après, évidemment, il faut le transporter, donc ça émet encore beaucoup de CO2. Et enfin, effectivement, nous, on va le récupérer. Donc déjà, simplement de réduire le renouvellement de ces appareils électroniques, automatiquement, ça réduit la consommation et la fabrication en amont. Donc ça, c'est le premier axe qu'il faut bien garder en tête. Ensuite, évidemment, quand on va utiliser le numérique, on va avoir aussi bien un impact en termes de réseau, ça peut être effectivement de la 3G, de la 4G ou d'autres systèmes en direct, mais aussi, on va le voir par la suite, les différentes antennes pour que ça aboutisse jusqu'à nous. Et puis, bien sûr, les données sont sur des data centers qui, eux aussi, consomment environ 6%, émettent plutôt 6% en fait des émissions de CO2. Donc, on voit que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font l'enjeu du numérique. Et d'où l'importance effectivement d'y prêter attention parce qu'il y a des gestes qui sont assez simples, hein, on en parlera par la suite, pour réduire justement ce type d'émissions. Alors il y a un point aussi qu'il faut mentionner, hein, faut faire un petit peu attention au greenwashing. Alors je m'explique, c'est-à-dire que il y a deux types d'actions qu'on peut avoir. Le premier action qui est l'action principale, c'est de réduire ces émissions de CO2 et puis aussi bien sûr ces impacts de manière globale environnementaux. C'est l'axe principal. Il y a parfois des entreprises qui peuvent avoir tendance à mettre en avant autre chose
au détriment de la réduction de l'empreinte environnementale. Ce n'est pas le cas de Vivendi, mais il y a certaines entreprises qui l'ont fait. Bon, pour pas le cacher, c'est un peu Air France qu'ils ont fait. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ils vont changer un peu de fusil d'épaule. Mais c'est de parler de ce qu'on appelle de la compensation carbone. Et donc, grosso modo, c'est de dire, je produis j'émets X milliers de tonnes de CO2 et je compense ça, par exemple, en faisant de la reforestation. Et donc, on se dit, oui, ça fait un équilibre, donc ça fait 0. Et en fait, il y a un danger à ça, en mettre sur le même plan cette compensation. Bon, d'ailleurs, en fait, on va plus parler de contribution que de compensation, parce que d'un côté, ça déresponsabilise les personnes, parce que je dis, comme c'est compensé, je n'ai plus rien à faire, c'est bon, je n'ai plus besoin de réduire. Donc ça, c'est un premier risque. Deuxième chose aussi, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de projets de reforestation qui vont avoir lieu, par exemple, en Amérique du Sud, et qui vont, par exemple, exclure des paysans, on va leur retirer de les terres et on va planter une seule espèce d'arbre qui, en plus, risque de brûler à cause du réchauffement climatique, ce qui aboutit à des choses absurdes. Donc, d'où l'importance. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce type de projet, mais lorsqu'on fait ce type de projet, et je pense que Vivendi en fait, c'est important qu'il soit bien contrôlé dans le sens où c'est un impact. Par exemple, ça peut être de l'agroécologie, ça peut être un impact pour les agriculteurs ou d'autres, donc c'est un point qui est important, mais ça doit tenir compte aussi de la biodiversité. Et encore une fois, ce n'est pas pour compenser des émissions qu'on fait de par ailleurs, on réduit son impact environnemental, on réduit ses émissions, et après, effectivement, on a des projets de l'autre côté qui permettent effectivement d'avoir l'impact positif sur la nature, la biodiversité. Juste un dernier point par rapport à ça, si on voulait compenser l'ensemble des émissions de carbone du monde, il faudrait planter 9 forêts amazoniennes en plus. Ça fait un peu beaucoup, on ne va pas commencer à planter ça dans les océans. Donc, d'où l'importance effectivement d'avoir ces échelles. Les deux sont importants, mais d'abord, le premier point, c'est réduire ces émissions. Alors, on va parler maintenant de tout ce qui est les différents types de nouvelles technologies, de la sobriété numérique et de leur impact. Un point qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup, c'est regarder quel est l'ensemble des différentes étapes. Alors ici, ça peut être dans le domaine de films, de jeux vidéo ou de publicité. Les différentes étapes et de se poser la question de les technologies numériques, où est-ce que je les utilise? Est-ce que ça a du sens que je les utilise là? Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont éco-responsables ou pas? Et ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser à chacune des différentes étapes parce qu'on le voit bien entre le tournage, le montage de la production. Là, et on va le voir par la suite, il y a un certain nombre de choses d'ailleurs que vous faites. Dimitri, votre micro est coupé. C'est bon là? Ça marche ou pas? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça fait longtemps qu'il a été coupé ou pas? 10 secondes, 10-15 secondes. Ok, parfait. Alors, paf. Ok, c'est bon là comme ça ou pas? Oui. Ok, donc excusez-moi. Donc très rapidement, donc je disais qu'effectivement pour les différentes étapes, voilà, c'est important de se poser la question où est-ce que les technologies ont du sens? Est-ce qu'il y a des alternatives écologiques qui réduisent l'empreinte environnementale ou pas sur l'ensemble des différentes étapes? Et bien sûr, il faut regarder sur l'ensemble, par exemple, pour Vivendi, sur l'ensemble de ça. Là, j'ai pris un exemple dans le domaine plus digital, mais on peut bien sûr se poser la question aussi, par exemple, pour Editis, qui fait des livres, parce que là aussi, il y a plein d'étapes différentes. Donc, vraiment d'avoir cette vision de bout en bout et de se poser la question. Et après, derrière, de manière globale, il y a aussi bien sûr des choses à faire en interne. Donc maintenant, on va parler un peu justement d'exemples concrets de sobriété numérique. Donc évidemment, il y a une chose que vous vivez déjà, c'est le télétravail. Alors, pour le télétravail, d'un côté, si vous avez l'habitude de vous déplacer en voiture, eh bien, effectivement, le fait de pouvoir faire potentiellement des réunions à distance, réduit l'impact carbone. Après, on peut encore aller un peu plus loin parce que dans un certain nombre de cas, on n'a pas toujours besoin d'avoir la caméra allumée. Donc ça déjà, ça réduit l'impact. Et puis après, il y a un truc qui est tout bête, c'est a-t-on besoin d'avoir toujours autant de réunions? Et donc simplement de bien s'organiser, c'est des concepts tout bêtes, mais simplement de se dire, ok, tiens,
c'est quoi l'objectif de la réunion, où est-ce qu'on, comment on s'organise, etc. Puis d'avoir des réunions plus courtes, bah, ça réduit, non seulement vous êtes plus efficace, mais en plus ça réduit aussi l'impact environnemental. Autre chose, ça j'en avais un petit peu parlé, c'est, comme j'ai dit, il y a, pour la cycle de vie, par exemple d'un ordinateur ou d'un téléphone, il y a beaucoup d'étapes qui émettent beaucoup de CO2. Alors même si c'est vrai que ça ne fait pas toujours très plaisir, hein, moi j'ai travaillé auparavant chez SFR, hein, on renouvelait régulièrement les terminaux, hein, mais il est préférable de réduire le renouvellement de portables, de terminaux, ou d'utiliser par exemple des terminaux qui sont reconditionnés, et plutôt que d'acheter des neufs, et aussi d'acheter peut-être des appareils qui sont faciles à réparer, etc. Je sais que parfois, bon, on aime bien avoir de nouveaux produits, hein, mais c'est vrai que c'est important aussi de contribuer à ça parce qu'en réalité, on n'en a peut-être pas autant besoin. Moi, j'ai un Samsung qui date depuis 4 ans. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas besoin fondamentalement d'avoir de grosses différences. Enfin, les appareils sont déjà tellement bien perfectionnés que souvent ça suffit. Pour reprendre aussi l'exemple de Philippe, hein, pour les mails, bah, c'est des choses qui sont toutes simples. Hein. Il y a, par exemple, plutôt que d'envoyer un email avec une grosse pièce jointe, il y a des techniques qui permettent de comprimer, par exemple, le PDF. Il y en a un qui s'appelle je crois que c'est Small Compress ou Compress PDF, par exemple, sur Internet. Mais il y a un autre exemple. Vous pouvez aussi le mettre. Alors, il y a WeTransfer qu'on connaît, mais il y a une entreprise française qui s'appelle From Smash, où là aussi, vous pouvez directement mettre vos gros fichiers, vous les mettez dessus. Et après, à ce moment-là, vous envoyez juste le lien. Bien sûr, il faut bien sûr s'assurer de la sécurité de ça et que c'est, comment dire, c'est conforme. Hein, mais quand c'est une entreprise française, ici, je pense que c'est le cas. Mais là aussi, ça permet de réduire. Et puis après, évidemment, au lieu de l'envoyer à plein de personnes, la personne, évidemment, ne télécharge que si elle en a besoin. Et puis après, évidemment, ça part. Autre point, c'est tout ce qui est data center. Bien sûr, on parle de la réduction de l'empreinte environnementale, donc la réduction de la consommation des serveurs. Mais il y a aussi d'autres dimensions. C'est est-ce que ce serveur, par exemple, est alimenté par des énergies renouvelables, mais idéalement, par exemple, sur le toit, des panneaux photovoltaïques, par exemple. Et il faut savoir que les data centers produisent beaucoup de chaleur, ce qu'on appelle de la chaleur fatale. Et là aussi, il y a des techniques qui permettent de réutiliser donc cette chaleur pour, par exemple, alimenter, par exemple, l'eau, par exemple, de ville ou de maison. Alors, bien sûr, dans la plupart des cas, ce n'est pas vous qui êtes propriétaire des serveurs. En revanche, vous avez la capacité de demander aux entreprises, à vos fournisseurs, alors, à voir qui sont-ils, mais de dire, au minimum, de leur poser la question, OK, quel est l'impact environnemental? Et alors, il y a deux termes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a ce qu'on appelle le PUE, en fait, qui correspond en fait à l'efficacité énergétique, mais il y a un autre qui s'appelle le DCEM, qui intègre aussi, est-ce que mon data center est alimenté par des panneaux photovoltaïques et est-ce qu'on utilise en fait la chaleur? Et en demandant ce type d'informations à vos partenaires, à vos hébergeurs, au fur et à mesure, ils vont être obligés de le faire. Et de l'autre côté, ça peut même être un des critères, pas le seul, bien sûr, mais un des critères aussi de sélection de vos hébergeurs. Et je pense que ça, vu l'importance que vous avez en termes de contenu, ça peut vraiment avoir un effet pour l'ensemble de l'industrie qui vont aller de plus en plus vers des serveurs qui consomment peu, qui utilisent moins d'énergie ou qui la réutilisent. Dans le domaine du tournage, vous avez déjà un travail que vous réalisez déjà, donc c'est avec EcoProd, puisque vous avez notamment tourné donc la série que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs, c'est l'effondrement, en ayant trois dimensions qui sont importantes. La première chose, c'est comme toute chose, il faut savoir mesurer, calculer. Donc là, on va évidemment mesurer le bilan carbone de l'ensemble de la production. Deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des manières de faire pour produire de manière environnementale. Il est clair que lorsque, par exemple, vous avez un set, eh bien, alors c'est pas toujours simple, parce que je connais aussi une entreprise qui est dans le domaine de l'environnemental, c'est souvent des choses qui sont éphémères, mais le fait de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut peut-être réutiliser un certain nombre de choses, ou que tel matériau ou tel set, je puisse le réutiliser pour d'autres choses, et même de concevoir les tournages en se disant, tiens, cette chose-là,
est-ce que potentiellement, soit directement ou indirectement avec des entreprises qui sont capables de les garder et de les réutiliser, hein, comment je peux faire pour que ça puisse être utilisé pour autre chose? Et toujours avoir un peu cette idée-là, cette mécanique d'esprit. C'est presque une mécanique d'esprit qu'il faut se dire. C'est OK, maintenant, allez, ça, je l'utilise de telle manière. Comment est-ce que je peux faire pour que je puisse le réutiliser et le concevoir dès le début? Puis après, bien sûr, il y a un certain nombre de signalétiques, d'affiches qui peuvent être réalisées. Parfois, les gestes peuvent sembler ridicules. On se dit, bah oui, pas utiliser de plastique, qu'est-ce que ça change, etc. En réalité, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une cohérence d'ensemble. Si c'est comme par exemple, je dirais dans la rue, si vous commencez à avoir des détritus à certains endroits, bah, il va y avoir de plus en plus de détritus. En revanche, si vous êtes propre, ou si la rue est propre, bah, vous allez inciter les autres à être propres. Bah, la même chose, c'est la même chose pour l'environnement. Si par exemple vous êtes cohérent, même pour les petites choses, eh bien c'est une cohérence d'ensemble qui est essentielle pour la totalité, parce que tout le monde se dit, ah oui, il y a comment dire, c'est sobre ou on n'a pas d'impact environnemental, donc on peut continuer comme ça. Alors, autre point, si par exemple on regarde vis-à-vis du consommateur, là aussi il y a des choses qui peuvent être faites. C'est notamment des éléments que moi j'avais apportés dans la loi pour la réduction de l'empreinte numérique. Mais typiquement, montrer l'empreinte environnementale de l'usage en des termes connus. Donc, par exemple, alors parfois l'émission de CO2, les gens ont du mal à comprendre, mais ça peut être en nombre de déplacements ou en nombre de, je sais pas, voilà, il faut utiliser des comparatifs qui comprennent. Et quand on monte l'empreinte environnementale, on peut dire, ben voilà, je vais prendre un exemple, on regarde une série, donc par exemple Validé, où on joue à Asphalt, ben on dit, ben, si vous utilisez par exemple la 5G, la 4G ou la 5G, voici l'impact. En revanche, si vous basculez en Wi-Fi, ça a tel impact. Et le fait de passer en Wi-Fi, et donc d'utiliser par exemple avant de la fibre, ça a un gros impact pour réduire l'empreinte environnementale. Donc, la 4G, la 5G, évidemment, on ne va pas dire qu'on arrête, mais c'est quand même mieux de préconiser, en particulier si la personne est immobile, l'utilisation du Wi-Fi plutôt que de réseau mobile. Et potentiellement, je ne sais pas si c'est possible, mais lorsque vous voyez que la personne est immobile, ça peut être simplement disant, tiens, si vous avez possibilité de vous connecter en Wi-Fi, faites-le parce que ça a un impact environnemental. Après, il y a d'autres choses, je pense que vous faites déjà certainement, c'est adapter le débit à la taille de l'écran. Ça n'a rien à voir de la 4K sur un mini-écran d'un smartphone parce qu'on n'y voit rien. Et ça, je sais que vous travaillez aussi avec eux, c'est Green Spectre, c'est d'avoir des sites qui soient éco-conçus. Parce que là aussi, ça permet de réduire l'impact. Encore une fois aussi, l'objectif, c'est d'avoir, il y a un double rôle. C'est ça permet de réduire l'empreinte environnementale, mais aussi en parlant, ça incite d'autres à en faire de même. Et ça a un effet, je dirais, boule de neige dans le sens positif des choses, c'est que ça incite aussi d'autres entreprises, d'autres personnes à agir de la même manière. Si maintenant on se place, par exemple, ça c'est dans le domaine du livre, donc par exemple pour Editis, eh bien, on peut tout à fait faciliter la réutilisation ou le reconditionnement de livres. Je sais que ce n'est pas toujours nécessairement évident, mais moi, c'est une tendance que je vois dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du textile, c'est que les entreprises travaillent avec des partenaires et facilitent justement ce reconditionnement. Alors, il y a une entreprise comme Back Market, mais il y en a d'autres, comment dire, il y a Recycle Livre, il y a d'autres entreprises comme ça, mais qui vont proposer des livres d'occasion directement via une plateforme, ce qu'on appelle C2C entre particuliers. Et on peut trouver un modèle économique. Le modèle économique, en fait, il est le suivant, c'est-à-dire que, certes, vous ne produisez pas le livre, mais comme vous travaillez avec un partenaire, vous êtes capable, par exemple, c'est-à-dire que vous reprenez certains livres à différents prix, ça va devoir un prix qui soit assez faible, et après vous les revendez. Et en fait, sur le plan économique, parce qu'il faut malgré tout aussi en parler, il y a là où vous gagnez, c'est sur la marge. Et la marge potentiellement peut être équivalente, voire plus importante que pour un livre traditionnel. Donc, parce que aussi derrière, là aussi, il faut le mettre en chose, il faut bien sûr que l'élément soit propre, soit potentiellement, évidemment, il faut avoir le coût de la remise en état, mais en tout cas, vous pouvez proposer ce type de solution. L'autre chose aussi, c'est évidemment de réduire les invendus et le pilonnage. Je pense qu'il y a un certain nombre, c'est une des problématiques dans le domaine de l'édition, on produit plus qu'il ne faut. Et là, je pense que c'est un calcul, c'est le même principe aussi pour tout ce qui est le textile, où parfois il y a des productions dans une très grande quantité. Et on se rend compte
que si on regarde la rentabilité économique globale, si on tient compte des allers-retours, comment dire, du pilonnage, etc., que si on fabriquait potentiellement au moins une partie à la demande, eh bien, on pourrait fortement réduire, bien sûr, les impacts environnementaux, mais aussi avoir un équilibre économique qui soit plus intéressant. Et en général, l'une des manières de faire, c'est potentiellement de faire une partie avec de l'impression traditionnelle, et puis toute la partie où on maîtrise moins, c'est effectivement une fabrication à la demande. Donc, ce qui permet effectivement de réduire les impacts. Et après, on peut utiliser notamment des outils digitaux, ça peut être d'IA ou d'autres, pour avoir une meilleure évaluation de ces impacts. Autre technique aussi, on peut faire tester via du crowdfunding ou d'autres techniques comme ça pour voir l'appétence de certains livres ou l'appétence de lecteurs à certains livres, pour voir si ça va bien fonctionner ou pas fonctionner. C'est une autre technique qui peut être utilisée. Enfin, on peut aussi utiliser des techniques d'impression pour faciliter le reconditionnement ou le recyclage des livres. Donc, alors maintenant, je vais aller un petit peu au-delà de purement Vivendi, mais montrer quelques autres exemples où le numérique peut devenir un levier environnemental. Et je ferai un certain nombre de parallèles. Alors parfois, vous allez voir, c'est vraiment des sortes de digressions par rapport à Vivendi, mais c'est vraiment pour ouvrir un peu le champ des possibles. Et après, voilà, vous verrez un peu la différence. Premier point, là, pour le coup, ça s'applique très facilement pour vous. Notamment, c'est MyTroc qui fait ça. C'est une solution, c'est une plateforme interne, qui peut être interne à une maison, enfin, ou à une des directions chez Vivendi, ou même ça peut être trans Vivendi, qui permet très facilement pour des personnes, des salariés, de prendre une photo, de qualifier un certain nombre de choses, donc c'est des objets qui peuvent être professionnels, et que ça puisse être très facilement partagé avec d'autres entités. Alors là aussi, ça à voir, c'est un prix qui peut être défini ou ça peut être gratuit, ça c'est vous qui décidez. Mais l'avantage encore ici, c'est que souvent, on a un certain nombre d'objets, on se dit, bah, tiens mince, qu'est-ce que je vais en faire, je vais m'en débarrasser, alors que peut-être que potentiellement le voisin ou à côté, ils en ont besoin. Et comme en plus, bon, il y a pas mal d'entités qui sont quand même assez proches les unes des autres, vous pouvez toujours utiliser ce type de solution. Autre exemple aussi, là c'est plus dans le domaine, alors ici Wally, c'est une application qui permet de savoir comment ou recycler ou réutiliser ces produits. Eh bien, si on transpose ça pour Vivendi, ça peut être dans le domaine des décodeurs ou dans des livres, vous pouvez tout à fait avoir pour les différents livres en disant, bah, tiens, vous ne savez plus quoi faire, vous avez lu votre bouquin, vous ne savez plus quoi en faire. Eh bien, voici différents lieux où vous pouvez les ramener. Et ça peut être tout simplement des bibliothèques, ça peut être des lieux, par exemple, je sais pas, Emmaüs ou autre chose, ou dans certains cas, si par exemple vous avez vous-même des circuits de reconditionnement, on peut les ramener pour Editis. Bien sûr, l'idée c'est que c'est compliqué de le faire en interne. Souvent, il faut travailler avec des partenaires pour le faire. Ça vous permet de réduire le risque aussi. Autre exemple aussi, ça c'est pour Seb. Alors là, on vraiment rentre, ça plus, je pense, ça peut concerner les livres, mais aussi les consoles ou les box. Mais Seb, par exemple, conçoit un certain nombre de ces machines pour qu'ils puissent utiliser des pièces détachées imprimées en 3D. Et la raison, elle est toute simple. C'est parce que lorsque Seb, par exemple, va dire, bah, tiens, on a une garantie de 10 ans, eh bien, ça signifie que les pièces usagées, les pièces de rechange doivent être fabriquées à l'avance, normalement, pour justement pouvoir avoir la réparabilité. Le problème, c'est qu'il faut donc produire beaucoup de pièces, ce qui fait des quantités monstrueuses, et on n'est même pas du tout sûr qu'on puisse les utiliser. Et là, c'est aussi vraiment l'esprit de la fabrication à la demande. En concevant le produit avec, en faisant justement de l'impression 3D, eh bien, potentiellement, on a une petite partie du stock qui est déjà fabriquée, très bien, mais une deuxième partie qui fera uniquement à la demande. On voit qu'il y a beaucoup de demandes pour tel ou tel type de pièce parce que ça ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas grave, on a la pièce imprimée en 3D. Et on peut effectivement directement la livrer à la demande. Le point qui est essentiel, c'est que pour que ça fonctionne, il faut concevoir le produit dès le départ comme ça. Parce que sinon, le risque, c'est que l'impression 3D ne corresponde pas en termes mécaniques à ça. Eh bien, on peut faire le même principe. Je veux dire, par exemple, pour là aussi, je veux dire, c'est quelque chose qui se conçoit, comme je parlais tout à l'heure de fabrication à la demande, ça peut être de livres, ou alors la réparation de consoles. Quand on conçoit ce type de produit,
il faut se dire, OK, est-ce que s'il y a quelque chose qui me défaille, est-ce que je peux le remplacer? Je vais prendre l'exemple d'une couverture. Il faut voir si c'est pertinent ou pas. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement pertinent, mais à voir. Potentiellement, c'est facile effectivement de retirer la couverture, d'en mettre une autre. Et à ce moment-là, de pouvoir le revendre facilement et que potentiellement le temps de main-d'œuvre, effectivement, ne soit pas trop important, voire que la personne puisse le faire par elle-même. C'est un exemple pour réduire encore les coûts. Peut-être que ça peut être pertinent. Alors, si on regarde dans notre exemple, là, on est plus dans le domaine interne, dans le logement, mais ça peut être dans le logement ou dans tout ce qui est les immobiliers de bureau. Eh bien, là, on va pouvoir utiliser le numérique, plus particulièrement, notamment avec des drones, avec des caméras thermiques, qui vont cartographier l'ensemble d'un bâtiment et qui vont être capables de déterminer quelles sont les zones où il y a les plus grandes pertes de chaleur. Et vous savez, notamment, il y a eu un grand plan de rénovation thermique qui a été donc donné par le gouvernement. Il est évident qu'il faut d'abord commencer par les passoires thermiques. Et parfois, les gens ne sont pas toujours au courant de là où se trouvent les passoires thermiques, plutôt que là où c'est déjà bien isolé. Donc, on va utiliser ce système-là pour prioriser les investissements qui sont faits. De la même manière, par exemple, pour les bâtiments que Vivendi a ou pour... Mais de le même principe, là aussi, évidemment, on peut avoir ce type de démarches-là et ça devient ça une autre chose, c'est que ça devient de moins en moins cher de faire ce type d'analyse. Et là, autre exemple aussi, on parle beaucoup donc, de comment on peut réduire l'impact. Et un autre point qu'il faut aussi anticiper, c'est l'adaptation. Dans le sens où, on le voit bien, il y a une augmentation du prix de l'électricité, il y a de plus en plus de lieux qui peuvent être inondés. Alors, soit les lieux peuvent être inondés, mais un autre point qu'on oublie souvent, ce sont les routes qui sont autour. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est Rungis. Le marché de Rungis, normalement, n'est pas inondable. En revanche, j'avais discuté avec la personne qui est à la tête du marché de Rungis et il m'a dit, si en revanche, les routes qui sont autour et les voies qui sont autour, elles sont en zone inondable, il faut savoir qu'il y a environ 3 jours Rungis, en fait, alimente, Paris a une autonomie de 3 jours. Là, ça devient compliqué si il y a des inondations autour de Rungis. Par exemple, pour les bâtiments de Vivendi, c'est aussi d'anticiper ces éléments-là. Parfois, c'est des choses simples, c'est dire, OK, il y a tel bâtiment, est-ce qu'il y a des risques ou pas? S'il y a effectivement une inondation, comment est-ce qu'on fait? Et il est toujours préférable d'anticiper ce type d'événement plutôt que d'attendre que ça n'empire, en fait. Donc, l'anticipation, c'est un point qui est essentiel et c'est plus simple de le faire avant que lorsqu'on est en plein dedans, quoi. Autre exemple, là, on va partir sur la partie logistique. Logistique, ça peut être donc, alors je pense que ça va plus se concerner notamment les livres, mais ça peut concerner d'autres domaines. C'est le relais qui avait fait ça. Ils avaient mis donc des petits capteurs à l'intérieur des relais qui permettaient de savoir quelle était la quantité de vêtements qui étaient dedans. Et ça évite en fait de faire des tournées pour rien en fait, parce que quand on voit que c'est vide, voilà. Ou de l'autre côté, ça permet aussi d'éviter des gaspillages. Quand le relais il est rempli, on va effectivement réaliser une collecte parce que ça permet justement aux personnes de remettre de nouveaux vêtements. Si maintenant on se situe du côté de Vivendi, alors je pensais effectivement plus à Editis, on peut tout à fait voir qu'il y a des solutions automatisées qui permettent de remonter des informations sur la quantité soit de livres qui doivent être retournés ou la quantité de livres qui sont existants et même de faire des anticipations là-dessus pour faire des tournées qui réduisent en fait les tournées inutiles. Là aussi, c'est d'optimiser. Il y a beaucoup d'optimisation qui peut être faite en utilisant justement les données. Et autre point, c'est tout en termes de logistique. Eh bien, d'un côté, il y a 2 principes, parce que évidemment, vous avez une logistique, vous travaillez avec évidemment un logisticien, mais première, c'est de voir comment ça peut être mutualisé pour que une des manières de faire, c'est qu'une personne qui fait de la logistique, ce ne soit pas uniquement sur un type de bien, mais potentiellement, si c'est à moitié vide, c'est d'en avoir plusieurs biens. Et ça signifie effectivement qu'un logisticien qui soit capable de gérer ces différents flux, ce qui a aussi comme impact de réduire évidemment le coût, et 2, aussi de réduire l'impact environnemental. Et deuxième chose, c'est que lorsque c'est possible, c'est plutôt dans les zones où il y a beaucoup de concentration de personnes, c'est d'utiliser par exemple des vélos cargo ou des systèmes qui sont décarbonés plutôt que des véhicules électriques. Alors,
En réalité, il y a un point qui est essentiel, c'est que souvent on oublie, parce qu'il y a les activités internes de Vivendi qui émettent des CO2, ce qu'on appelle un peu dans le jargon, c'est le scope 1 et 2, c'est les activités internes. Mais aujourd'hui, les entreprises vont avoir l'obligation d'intégrer ce qu'on appelle le scope 3, donc toutes les activités en amont et en aval de l'activité de Vivendi. Donc ça signifie que quand on va mesurer l'impact, l'empreinte environnementale de Vivendi, on va regarder notamment quels sont les impacts même sur les forêts, sur le papier, etc. Et tous les transports, avant même que, par exemple, le bouquin soit fait. Idem, par exemple, pour les serveurs de données. Et puis, on va regarder toute la partie aval sur que ce qu'on fait du livre, que ce qu'on fait, par exemple, de la console, etc., des émissions, etc. Donc, ça, eh bien, ce type de solution permet de réduire cette empreinte globale. Et alors, pour terminer, ça, c'est un petit clin d'œil à Maud de Fontenoy qui passera donc, la semaine prochaine, de la biodiversité. On peut utiliser aussi le numérique. Là, on va plus parler de biodiversité comme un moyen de cartographier en fait un certain nombre de, ici par exemple, des coraux ou des plantes sous-marines. Et ça permet de suivre notamment les impacts que l'on a. Et pourquoi c'est important? Parce que là, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début. La meilleure approche qu'on puisse avoir, c'est on mesure la situation actuelle et ensuite, on mesure la situation actuelle et ensuite, derrière, on met en place des actions et on vérifie que les actions ont un impact, y compris local. Donc voilà, maintenant, on va partir sur une partie questions-réponses. Alors voilà, comme je vous dis, effectivement, si jamais vous êtes intéressé, bon, n'hésitez pas, vous pourrez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse sur le livre. Et puis maintenant, je suis tout à vous pour les questions et les réponses, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup aussi, Philippe. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les marquer dans le chat ou à lever la main à ce moment-là pour qu'on vous laisse la parole. Soyez pas timide, on sait toujours comment c'est, il faut que quelqu'un se lance. Alors, en attendant, moi, j'avais une question. Vous avez parlé, Dimitri, des nouvelles technologies. Il y a quelque chose dont on entend pas mal parler, notamment de ces impacts environnementaux. C'est la blockchain. La blockchain qui est une technique de traçabilité notamment importante. Est-ce que la blockchain peut être une technologie soutenable? Parce que ça nécessite des fermes de serveurs, c'est de la donnée qui est encryptée. Bon, c'est une chose qui peut même nous intéresser chez Vivendi pour le suivi d'un certain nombre de projets ou d'activités. Mais est-ce que c'est soutenable? Alors, en fait, il y a plusieurs types de blockchain. La blockchain publique, comme Ethereum ou Bitcoin, de par l'utilisation, je ne vais pas rentrer dans le time, ce qu'on appelle proof of work, mais qui consomme énormément d'énergie. Parce qu'en fait, grosso modo, on demande à chacun de prouver qu'il peut valider en fait chaque élément de la blockchain. Donc, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, le premier point, c'est peut-être d'utiliser, la blockchain est tout à fait soutenable, mais en fonction de la technologie qui est utilisée. Donc, il y a ce qu'on appelle notamment des blockchains soit privées ou plutôt de consortium, où au lieu d'avoir, entre guillemets, c'est un peu caricatural, mais un peu la terre entière qui va valider les blocs et donc qui va aussi consommer énormément d'énergie, ça va être un nombre réduit d'acteurs qui vont pouvoir valider cette blockchain. Et donc là, le niveau de consommation, il va être beaucoup plus réduit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, la blockchain peut être utilisée juste pour quelques éléments. Je vais prendre un exemple de la traçabilité. Eh bien, si vous voulez tracer, par exemple, pour un livre, les différentes étapes, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, vous n'allez pas nécessairement enregistrer la totalité des informations sur la blockchain, mais mon livre, il est arrivé à tel endroit, il a été imprimé par telle machine, etc., etc. Donc, ce qui va être envoyé à la blockchain, c'est plus une information condensée. C'est un peu comme une clé pour votre clé RIB, ou votre clé pour, comment dire, le code sécu, qui va être envoyé à la blockchain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez vouloir auditer les informations et vérifier qu'il n'y a pas eu de modification, il faudra juste vérifier que cette signature, elle n'a pas été changée, qu'il n'y a pas de modification. Et ça, vous pouvez faire avec la blockchain. Et donc, encore une fois, il faut savoir utiliser, c'est comme tout, par exemple la blockchain, ça a tout à fait du sens, mais il faut savoir où l'utiliser, à quel moment. Et après, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a souvent un amalgame entre blockchain public qui consomme énormément d'énergie et d'autres blockchains.
Et en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire, ben voilà, comment vous n'êtes pas nécessairement obligé non plus de dire à tout le monde, OK, on utilise la blockchain non plus. Vous l'utilisez de manière pertinente, en sachant effectivement quel est l'impact environnemental, mais de l'autre côté, en parlant de blockchain, les gens vont faire l'amalgame, ah oui, ça consomme obligatoirement énormément d'énergie. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction des technologies utilisées. D'accord. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées. Alors, on a une question d'Olivier. Oui. Quels sont les quick wins identifiés dans les sociétés comme Vivendi? Alors, c'est un peu une question en live comme ça, donc c'est pas évident. Vous connaissez l'activité. Est-ce que voilà, comme ça, spontanément, il y a une ou deux actions à l'échelle du groupe qui vous sembleraient plus pertinentes? Oui, alors les quick wins, alors je vais parler d'abord sur la partie sobriété numérique et pas après. Le premier point, c'est tout simple, c'est de modifier en fait, alors, encore une fois, c'est pas nécessairement évident, mais modifier un peu la politique de renouvellement, que ce soit des terminaux et des portables, qui peut être d'allonger la période de renouvellement. Lorsque par exemple on veut renouveler, c'est pas de renouvellement pour renouveler, mais c'est parce qu'il y a un problème en termes de réparation. Prendre des appareils qui peuvent être évolutifs aussi pour éviter ça. Et aussi, par exemple, travailler sur le reconditionnement, d'acheter plutôt des produits de reconditionnement. Ça, c'est un premier quick win. Deuxième quick win, je pense, j'avais un peu mentionné avant, c'est au niveau des partenaires de leur demander quelle est leur empreinte environnementale. Et y compris pour les hébergeurs, etc. C'est que ça, c'est vraiment de la partie achat. C'est qu'il y a un élément au minimum d'information. Quelle est votre empreinte environnementale, ou est-ce que j'ai dit PUE, DCEM? Et en ayant ce type de démarche, eh bien, les entreprises vont commencer à être obligées de vous le donner. Ça vous permet de vous mesurer. Et puis après aussi de faire des choix. Donc ça, c'est deux exemples précis. Après, vis-à-vis du consommateur, je pense que ça joue beaucoup sur l'information. Et surtout lui donner des alternatives en lui disant, ce que je disais, 5G, 4G ou Wi-Fi. Ah ben si vous faites du Wi-Fi, ça va moins consommer. Ça, c'est quelques axes des quick wins qu'on peut mettre en place. D'accord. J'ai une question de Nathalie. Effectivement, si on veut que les gens soient moteurs, il faut aussi qu'ils connaissent un petit peu ce qu'ils peuvent faire, notamment sur la dimension technique. Est-ce qu'il existe des formations ou des process types pour les DSI sur la façon de réduire l'impact des SI dans l'entreprise? Alors c'est amusant parce que j'en réalise une notamment pour Capgemini. Oui, il existe des informations, c'est à la fois RSE, ce qu'on appelle du Green IT. Alors il y a plusieurs choses que je vous recommande. Déjà, avant même la partie formation, mais en termes de documentation. D'un côté, si vous regardez sur Internet, vous marquez Shift Project. Alors il y a quelqu'un qui est en train de parler, il y a un micro sur derrière. Donc, si vous regardez donc Shift Project et vous marquez sobriété numérique, il y a un rapport qui marque déployer la sobriété numérique, qui vous liste un très grand nombre d'actions qui sont possibles de faire pour réduire son empreinte environnementale. Donc ça, et donc il y a quelques éléments que moi je vous ai donnés ici, mais ça c'est un bon levier. Il y a Green IT aussi qui a ce type de démarche. Qui aussi représente, qui donne aussi un certain nombre d'informations. Mais ça existe de plus en plus. Voilà, je vous ai donné quelques éléments. D'accord. On a une question d'Anna. Au bureau, au quotidien, quels autres tips, astuces pratiques nous conseillez-vous, hormis ceux que vous avez déjà présentés? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, s'il y avait presque une action à retenir ou une autre que vous n'auriez pas détaillée dans la présentation? Oui, il y a autre chose. Alors, je vais partir dans un autre domaine qui est, je pense qu'on est tous, au niveau interne, on est tous en fait acteurs dans notre entreprise. Il y a de plus en plus parce que si on fait une petite action à notre niveau, bon, c'est bien, mais ça peut l'impact. Ce qu'il faut, qu'on veut vraiment avoir un impact, il faut avoir un impact, je dirais, de manière globale. Et en fait, ça joue beaucoup par les salariés, aussi par les partenaires, mais par les salariés qui, en interne, se regroupent et commencent à travailler ensemble pour trouver des solutions. Et une des manières de faire, il y a notamment une association qui s'appelle les collectifs, qui rassemble justement des collectifs de salariés au sein des différentes entreprises et qui vont partager ensemble justement des trucs, des astuces, etc. Et aussi qui vont trouver des leviers vis-à-vis aussi de la direction en disant,
la direction va dire ah ben non, c'est pas possible, on peut pas le faire de cette manière-là. Eh bien, à travers justement, donc vous regardez sur Internet les collectifs, eh bien, ils vont dire ben non, ils vont trouver des moyens justement pour lever en fait c'est cela, ou alors ça va être très intéressant. Il y a notamment des collectifs d'Airbus, d'Engie, donc qui sont vraiment dans des secteurs qui sont fortement carbonés. Qui vont dire bah oui, eux, je sais pas, Airbus font comme ça, donc nous aussi on peut le faire. Et donc, je dirais, moi, la démarche, c'est peut-être l'astuce, c'est les personnes qui sont sensibilisées à ce type de sujet, c'est sobriété numérique, mais ça va au-delà, hein, c'est sobriété environnementale, etc. Soyez ensemble, faites peut-être des groupes, des sessions ensemble. Et après, vous pouvez le faire en interne. Moi, je sais que j'anime aussi ce type de choses, mais vous pouvez très bien partir d'une session de 1h30, 2 heures ensemble. Vous dites, OK, quels sont les différents impacts que l'on a, et puis commencer à lister quelles sont les différentes solutions que vous pouvez avoir, et après derrière aussi de vous associer avec, par exemple, les collectifs ou d'autres, pour trouver des solutions pratiques. Et d'autre part, après, vous pouvez aussi vous appuyer, alors ça c'est plus une démarche d'entreprise, sur effectivement réaliser un bilan carbone ou ce qu'on appelle des ACV. Il y a des applications comme Greenly, par exemple, il y en a d'autres, qui permettent aussi de mesurer son impact carbone. Et donc, ça permet aussi d'avoir des idées sur quels sont les différents moyens de le réduire, en fait. Alors, on a une question d'Olivier encore, et puis après, on prendra une dernière question, donc vous avez quelques instants pour la formuler. Quel est votre point de vue sur la question de la décroissance comme outil de protection du climat? Comment est-elle reçue chez vos clients? Alors, en fait, ce qui se passe, le mot décroissance est très mal perçu en général. Mais après, il y a peut-être, parce que justement, c'est un peu l'enjeu du livre aussi, c'est qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la décroissance subie et la décroissance choisie. Je vais prendre un exemple qui est tout simple. Vous avez certainement entendu qu'il y a un certain nombre de choses qui vont coûter de plus en plus cher. Par exemple, les jouets. Donc, pour Noël, vous avez commencé à faire les jouets, acheter des jouets. Il y a pas mal de produits qui vont fortement augmenter en termes de prix. Et donc, comme les prix vont fortement augmenter, vous allez moins acheter de jouets. Et comme vous allez moins acheter de jouets, le PIB, entre guillemets, des jouets, en tout cas en France, va fortement diminuer. Donc, ce qui est de la décroissance. Pour le coup, c'est la décroissance subie, puisque, effectivement, c'est une augmentation du prix. Et donc, de l'autre côté, il y a de la décroissance, je dirais, choisie, c'est dire, OK, moi, j'accepte effectivement de réduire effectivement mes impacts. Donc, et en réalité, je pense que c'est un faux débat parce qu'on est en train d'arriver dans ce type de, comment dire, de sujet. Il faut quand même juste se rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est lié à l'augmentation de la fabrication, donc l'utilisation de l'énergie, donc aujourd'hui fortement carbonée, ou l'augmentation des transports, aujourd'hui fortement carbonés. Donc, ça va augmenter effectivement les émissions de CO2. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, en termes de la croissance du PIB, c'est pas ça qui fait le bonheur. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez 10 000 pantalons, 10 000 robes que vous allez être plus heureux. Vous avez peut-être besoin de moins, vous n'avez pas nécessairement besoin de ça. Pour prendre d'autres exemples, si vous prenez beaucoup d'antidépresseurs, ça participe à la croissance. C'est pas ça qui va vous rendre plus heureux. Donc ça c'est un autre point. Et le troisième point, c'est que globalement, on va sans doute aller vers, même c'est quasiment certain, une décroissance soit subie ou choisie. En termes de PIB. En revanche, il y a des entreprises qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu sur certaines choses. Et donc, il y a certaines entreprises, je pense, qui seront plus vertueuses sur le plan environnemental, vont beaucoup plus tirer leur épingle du jeu que les autres. Et là-dessus, il peut y avoir des entreprises qui croissent et d'autres qui vont fortement décroître. Donc ça, c'est un peu les différents points. Alors, on va prendre la toute dernière question de Catherine. Ah, il y en aura deux. Allez, on va essayer de faire vite sur les deux questions. Oui, je vais faire rapide. Est-ce qu'il y a des initiatives réglementaires, gouvernementales, parlementaires, politiques pour favoriser le développement du Green IT? Oui, notamment, donc c'est justement une des choses sur lesquelles moi j'avais travaillé, c'est la loi sur la réduction de l'empreinte numérique. Il y a une loi donc qui est passée, elle est encore assez faible sur le sujet. Mais ça se développe. Il y a d'autre part aujourd'hui une obligation pour l'ensemble des collectivités d'acheter au minimum 20% de leur matériel informatique en reconditionné, et c'est quelque chose qui va augmenter. Et aussi, ça a un impact aussi potentiellement en termes de prix, parce que ça coûte moins cher. Donc, il commence à y avoir des choses. Aujourd'hui, c'est pas encore au niveau, mais il commence à y avoir petit à petit un certain nombre de choses qui se fait sur le plan réglementaire là-dessus. Et
Notamment, le dernier point, c'est tout ce qui est mesure de ces impacts environnementaux que les entreprises devront montrer, y compris sur la partie numérique. Et alors, dernière question, comment compenser intelligemment notre empreinte carbone? Je suis basé à La Réunion. Outre le sujet du transport maritime, nous avons aussi une problématique forte de recyclage sur l'île. Si nous voulons viser la neutralité carbone, à court terme, je ne vois que la compensation. Donc là, ça revient un petit peu au sujet de comment utiliser cet outil. Alors, encore une fois, l'objectif, je pense qu'il faut... la neutralité carbone, selon l'ADEME, qui est l'organisme public, n'a aucun sens pour une entreprise. Aucun sens. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ADEME. Okay, ça a du sens au niveau potentiellement du monde, d'un très grand nombre de pays, mais pas au niveau d'une entreprise. Donc dire qu'on est neutre carbone, c'est prendre le risque d'être traité de greenwasher, ça c'est la première chose. En revanche, pour reprendre, ça signifie deux choses. Un, il faut communiquer beaucoup plus sur la réduction des émissions de carbone, et puis la réduction des empreintes environnementales. Ça c'est un premier point. Et en prêt, un deuxième point, c'est effectivement, on ne va pas parler de compensation. Il faut pas. L'objectif, c'est pas d'être neutre en carbone, c'est de dire, ben voilà, on était à, je sais pas, à 100, on a réduit à 20 par exemple, ou 50 ou 20, etc. Et en plus, on contribue, donc on ne compense pas, on contribue. Par exemple, à La Réunion, sur des projets pour augmenter, par exemple, les biodiversités ou pour aider les agriculteurs, pour avoir des sols qui intègrent plus, effectivement, par exemple, des émissions de carbone. Et effectivement, cette contribution permet aussi, pour information, de compenser, pas de compenser plutôt, mais d'absorber tant de CO2. En revanche, il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas dire, bah, tiens, j'ai réussi à compenser les bidules et là-dessus, donc ça fait zéro. Ça va être de plus en plus critiqué partout, quoi. Hein, donc cette idée de neutralité carbone. En revanche, on peut faire les deux, hein, mais il faut bien comprendre, c'est deux choses qui sont deux plans différents. Au moins, c'est clair. Eh bien, écoutez, Dimitri, un grand merci à vous pour toutes ces explications, ces précisions, y compris sur des sujets, voilà, très techniques. Bon, comme on l'a vu, hein, tout ce qui se passe derrière nos écrans, nos smartphones et nos tablettes, c'est pas sans impact. Mais bon, voilà, Dimitri, vous nous avez montré qu'il y a quand même des solutions, parfois qui sont des solutions juste de bon sens et d'usage. J'en profite d'ailleurs pour dire que la semaine prochaine, on va lancer chez Vivendi un module de e-learning ouvert à l'ensemble des collaborateurs sur le sujet du numérique et de l'environnement, avec voilà, un certain nombre d'éléments que vous avez précisés, mais aussi des exemples d'initiatives de ce qui se fait au sein de nos entités pour réduire les impacts environnementaux. Donc merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette conférence. Encore merci Dimitri. Et puis à bientôt pour le prochain événement, donc la semaine prochaine avec Maud Fontenoy.